Alors, avec Régent Parent, Mathieu Bocoté. Mathieu, je sais que tu es un fan de cinéma comme moi. Tu as certainement vu Le Magicien d'Oz dans ta vie. Alors, Le Magicien d'Oz, on parle de Oz, là. Tout le long du film, on parle de Oz, un personnage omnipotent, omniscient, qui dirige le royaume. Mais là, on s'imagine un géant, quelqu'un d'extraordinaire. Et là, à la fin, Dorothée arrive, ouvre le rideau, on voit Oz, c'est un petit monsieur super ordinaire, quasiment un petit coupe-vent, une petite casquette. Allô, c'est moi. Moi, Bernard Trépanier, là, j'ai l'impression que c'était ça. Oz, on s'attendait, le gars. Puis tu le regardes, tu dis, non, c'est lui. C'est lui comme la tête dirigeante de ce réseau-là. Mais c'est presque une caricature. Bon, encore une fois, on dit personne ne peut juger avant la fin de la commission, mais cet homme, c'est presque une caricature de ce qu'on s'imagine être l'aspect le plus magouilleux de la politique. C'est-à-dire la petite politique ordinaire, sans idéaux, sans grandeur, sans fidélité à quoi que ce soit d'autre qu'un clan d'intérêts qui a décidé de faire une connexion directe entre son intérêt privé et le bien public. Donc, c'est presque une politique qui date des années 50 qui ramène les souvenirs dans ce qu'ils avaient de moins beau de l'Union nationale et ainsi de suite. Donc, c'est comme si le résidu d'une certaine époque qui se transpose devant nous à la commission Charbonneau. Je dis cela dans le plus grand respect. Je dis simplement cela à la manière d'une description. J'ai l'impression qu'on revit 1956 en 2013. C'est ça, 1956, Mathieu, mais c'est 1956 qui était là encore en fonction. Oui, mais ça marchait encore il y a quelques années. Même dans la manière de parler, cette formule caricaturale, un chum, c'est un chum. Ouais. Autrement dit, la politique, c'est un réseau d'amitié louche, discret. On se tient entre nous à la manière d'un petit clan. C'est inquiétant quand même. Oui, il y a des gens qui font de la politique comme ils jouent aux cartes. Monsieur Parent, tantôt, là, il y avait André Moreau. Là, on va en parler de son témoignage. Mais Monsieur Moreau disait, moi, je suis passionné de politique, j'aime ça. Et là, je le cite, il dit, c'est mon passe-temps. J'y consacre mes samedis puis mes dimanches. Tu sais, au lieu d'aller jouer, je sais pas, au fer, aux cartes, il fait de la politique, il aime ça. Il y a des gens, il y a des bêtes de politique comme ça qui aiment la game. Oui, mais avec un 75 000, ça peut te faire aimer des choses, là, surtout quand t'as pas à faire. Là. Moi, je pense que Mathieu le traduit bien. Là, veut dire, un comportement, finalement, de corrompu. Puis c'est vrai, Richard, vous le dites, c'est même ce comportement de 56, on l'a retrouvé dans les décennies suivantes. C'est comme si on n'arrivait pas à débarrasser la politique de cette petite corruption, mais que je dis petite, même de cette grande corruption. Aujourd'hui, moi, je suis pas aussi certain. Là, je trouve l'analogie Magicien d'Oz intéressante, mais je pense que M. Trépanier, son meilleur système de défense devant la commission, c'est d'avoir l'air innocent au maximum. Mais à mon avis, il était le pivot. Là, il est en train de se transformer en victime des firmes d'ingénieurs. L'écouter parler, là, il est une nouvelle victime. Il a quasiment été manœuvré. J'écoutais Mathieu Benoît qui nous dit aspiré par le système. Moi, je pense qu'il a créé le système. Puis il a nourri le système, mais aujourd'hui, devant une commission comme celle-là, il ne peut pas aller dire, écoutez, j'ai fourré tout le monde, puis qu'on me tape ses doigts. C'est que finalement, tu essaies de faire à croire que tu es une victime de ce système. La commission Charbonneau, vous le noterez jusqu'ici, c'est le carnaval des victimes. Oui. C'est-à-dire se présente devant... Puis on peut comprendre qu'effectivement, il y avait le témoignage d'un ingénieur la semaine passée qui effectivement avait eu l'air brisé par le système dans lequel il avait... Monsieur Meunier. Oui, donc ça, il y a probablement des cas où c'est vrai. Mais pour la plupart des gens qui se présentent, on dirait qu'ils ont décidé de jouer le rôle de la victime. Ils préparent un visage un peu défait, un peu déconfit, un regard un peu hagard. Que fais-je ici? Je ne suis pas à ma place. Et là, c'est finalement chacun joue le mieux qu'il peut le rôle de la victime. Et dans le cas de Trépanier, il le joue à la manière du charmant mononcle gâteau qui se demande ce qu'il fait là, un peu nono, ne comprend pas vraiment. Et pourtant, pourquoi m'en voulez-vous? En parlant justement de Bernard Trépanier, je ne sais pas si on peut montrer avant d'aller à la pause cette caricature de Guy Perkins. Guy Perkins qui participe au blog humoristique du Journal de Montréal, puis il fait des détournements d'affiches de cinéma. Il a fait une affiche absolument hilarante avec Bernard Trépanier. On va peut-être vous la montrer tout de suite ou après. La voilà. Regardez ça. Ça, c'est Elvis Trépanier. Un chum, c'est un chum. Puis il a pris le truc d'Elvis Gratton. Je trouve ça tellement drôle, cette photo-là de Guy Perkins. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages assez colorés qu'on rencontre dans cette commission. On s'en va tout de suite à la pause. Nous revenons et on parle du témoignage d'André Moreau.
Monsieur Régent Parent, André Moreau, il a reçu 75 000 $. Il a signé un contrat avec SNC-Lavalin, 75 000 $, puis il n'a pas eu à honorer ce contrat-là. Il n'a rien eu à faire. Mais il ne se pose pas de questions. On dit, vous ne trouvez pas ça étrange? Non. Je m'excuse, quand est-ce que vous avez eu 75 000 $, puis on ne vous demande rien, M. Parent? Bien, regardez ça, non, ça ne m'est pas arrivé, mais si SNC-Lavalin en a trop, là, moi, je suis prête. Je veux dire, ils peuvent me faire un chèque, puis ça me fait plaisir de l'honorer, le chèque, là. Mais non, encore là, je veux dire, je reprends l'expression, une autre victime. Ben ouais. Quelqu'un qu'on a payé quasi malgré lui. Mais il ne savait pas, lui, que ça faisait partie d'un schéma, d'un stratagème, de fausse facturation. Ben, regardez, puis pour du travail à venir, il n'a pas fait plus de démonstration d'un travail qui était à venir. Tu sais, même quand il essaie d'expliquer, de donner une raison à tout ça, il devient sans mots. Puis là, il dit, ben là, c'est parce que j'avais un contrat d'exclusivité. On m'envoie un chèque là, au mois de novembre. Mathieu, là, ça commence. Regarde, ça implique là, des fonctionnaires, ça implique des firmes d'ingénieurs, ça implique des entrepreneurs, ça implique la mafia. Là, ça commence à impliquer des firmes de communication. Là, Mathieu, on est au-delà là, d'individus qui ont détourné le système. On est face à une culture. Ouais. Et est-ce qu'on peut changer une culture avec une commission? Bien, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation où, effectivement, d'ailleurs, c'est le bon terme, il y a une culture de corruption à la Ville de Montréal, manifestement, de copinage, des réseaux qui s'approprient le bien commun au service d'intérêts privés, qui le font d'ailleurs, et c'est assez fascinant, avec un cynisme remarquable. C'est-à-dire, et là, évidemment, lorsqu'ils défilent devant la commission, ils ont deux possibilités. La repentance ou la naïveté. C'est-à-dire, soit je m'excuse, j'aurais pas voulu, je suis une victime, ou encore, mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends rien, de l'argent comme ça, bien ça arrive, vous savez, il arrive dans un bas, ça tombe dans un seau, bon, 75 000 $, ça arrive pour tout le monde. Alors, chacun compose son personnage, finalement, de victime ou de naïf, mais personne ne prend quelque responsabilité que ce soit. Mais donnons une chose là-dessus. Quand une culture est pesante comme ça prend du temps à extirper ça. Ça prend du temps à libérer une société d'une culture de corruption. Pensez aux années 60 là-dessus. Quand l'évêque arrive avec l'équipe du Tonnerre, lui, son objectif, c'est de nettoyer les mœurs politiques. Et ça va prendre une quinzaine d'années, finalement, réussir. Finalement, de 1960 à la loi sur les partis politiques à la fin des années 70, ça va quand même prendre du temps de nettoyer les mœurs politiques au Québec. Donc, espérons qu'on soit davantage avancé dans le processus qu'au tout début. Est-ce qu'on peut dire que certaines personnes sont responsables d'une culture où on ne baigne pas dans une culture et on n'est pas là-dedans? Vous comprenez, M. Parent? Y a-tu regardez, moi, quand on les regarde, c'est comme si c'était normal. Ben oui. C'est comme s'il n'y avait rien là, puis le voisin le fait, pourquoi je le ferais pas, puis tout le monde le fait. Et là, un peu ce que vient d'exprimer Mathieu, il va faire se poser la question, comment est-ce qu'on va faire le nettoyage de tout ça, extirper tout ça? Et on vient de prolonger le mandat de la commission, mais éventuellement, je m'attends à ce qu'on ait dans le portrait à se poser la question, est-ce qu'il devrait y avoir une commission permanente, peut-être plus légère, mais une espèce d'audit québécois pendant quelques années, parce que on l'a vu, là, il y en a eu d'autres commissions qui ont précédé la commission Charbonneau. Quelques mois, quelques années qui suivent la commission, il y a comme une espèce d'apaisement. Puis après ça, là, quand tout le monde tombe au repos, ça part. Et là, Mathieu, là, on voudrait être plus blanc que blanc. Mais là, on a demandé à l'Autorité des marchés financiers là, de vérifier là, si une firme, pour avoir un contrat public, un contrat avec le gouvernement ou un contrat avec l'administration municipale, une firme devra montrer patte blanche. C'est-à-dire l'Autorité des marchés financiers va enquêter sur cette firme-là. S'il y a des gens suspects, s'il y a des gens qui ont été nommés à la commission qui siègent sur la firme ne pourra pas avoir de contrat. Je suis désolé, mais là, on ne pourra plus faire affaire avec personne. Ouais, voilà, il va falloir, à un moment donné, Mathieu, se boucher le nez puis dire, effectivement, même si on a des doutes sur cette firme-là, il y a des autoroutes à construire, il y a l'échangeur turco, on ne peut pas niaiser. Là, notez ça, c'est le piège terrible dans lequel on est. C'est-à-dire, on veut, avec raison, nettoyer les mœurs politiques, mais est-ce qu'on va au même moment pour cela déconstruire, comme on dit, négliger les firmes de génie conseil québécois? Est-ce qu'on va négliger finalement les entreprises québécoises? Je veux dire, on va fonctionner soit par des références extérieures. Est-ce qu'on va négliger nos propres entreprises?
au nom justement de cette culture de l'intégrité. Et là, je dis pas qu'il faut le faire, il faut pas le faire. Je dis voilà le genre de dilemme dans lequel on va se retrouver parce qu'une société ne fait pas de table rase. Hein. On peut pas dire tout ça n'existe plus, on repart à neuf. Ou alors si on repart à neuf, on repart avec des choses qui sont pas québécoises quelquefois. C'est ça, parce que M. Parent, il y a peut-être des films qui puent, mais ces films-là, ils ont quand même une expérience puis une expertise, puis on en a besoin. C'est là que, justement, on en parlait encore hier, Charles, le paradoxe dans lequel on se retrouve, puis que Mathieu vient de redécrire à nouveau. Je veux dire, ces films-là, d'abord, on parle là, de peut-être 6 grandes firmes québécoises qui ont une main prise passablement de contrats puis de dossiers dans un contexte où ils ont l'expertise, la compétence. Moi, c'est le ménage, on parle de ménage dans les mœurs politiques, mais en même temps, ça va supposer que dans les mois puis les années qui viennent, que ces firmes-là vont devoir faire un ménage dans leur propre rang. D'ailleurs, je regardais les propos de Boisvert ce matin quand il parle des démissions de cette semaine d'ingénieurs, de vice-présidents. Il voit bien dans la presse, justement, qui écrit là-dessus. Il y a peut-être là, justement, des firmes qui commencent à faire leur propre ménage. Et je pense que de ce côté-là aussi, il faudra avoir un focus. Il faudra mettre la pression pour que le ménage se fasse et débarrasser ces firmes-là, je veux dire, de leurs pommes pourrites. Oui, c'est ça. Ce qu'Yves Boisvert écrit, c'est qu'il y a eu des démissions récemment, là, cette semaine, dans les firmes de génie conseil. C'est parce que ces firmes-là veulent avoir des contrats. Et là, elles doivent montrer patte blanche, sinon elles n'auront pas de contrat. Donc, elles se débarrassent des pommes pourries. Mais le mandat qu'on a donné aux autorités des marchés financiers, Mathieu, c'est un mandat quasiment impossible, là. C'est-à-dire que si on commence à... Moi, je pense à l'épuration. Si on commence à épurer, là, il ne restera plus grand-chose. Aucune entreprise va passer le test. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier que... Et ça, en ce moment, on rêve tous de transparence. Et on a raison de rêver de transparence. Mais au même moment, il ne faut jamais oublier que la transparence, quand on se met nu, quelquefois, on n'a plus rien, une forme d'impuissance. Hein, on se met à grelotter, finalement. Alors, ce que je crains, moi, c'est que par un purisme légitime dans les circonstances, on en vient à faire mal au Québec, à faire mal à des entreprises qui ont une expertise, qui ont quelquefois des contrats à l'étranger, qui valorisent un savoir-faire québécois, une expertise québécoise. Donc, comment sortir de ça? C'est à ce moment-là qu'on doit éviter les excès de l'épuration, mais qu'on ne doit pas non plus tout justifier au nom du réalisme. C'est ça, et comment naviguer entre ce réalisme légitime et une épuration trop radicale? Comment naviguer là-dedans? C'est à ce moment-là qu'on aurait besoin de vrais chefs politiques. Parce que là, M. Parent, l'affaire du sondage du maire Applebaum, là, il y a quelques jours, là, en disant « Chers citoyens montréalais, soit on est plus blanc que blanc, puis vous vous retrouvez avec des nids de poules qui ne seront pas bouchés, soit on se bouche le nez, on fait affaire à des entreprises suspectes, puis on bouche vos nids de poules. C'est à vous de décider. » C'est ça, le dilemme. Parce que si on écarte les grandes firmes qui ont trempé là-dedans, on va se retrouver, on ne peut pas faire les changeants turcos par Joe Blow tournevis. Non, puis là, on ne peut pas faire ça. Je dirais, ça va, c'est ce que Mathieu est en train d'écrire, ça va plus loin. C'est là, on est rendu dans le ridicule, où on va aller faire un sondage à la population pour dire, acceptez-vous de vous faire frauder ou on va garder des mots propres parce qu'on était à la télé, là. Mais donc, je dirais, dans cette dynamique-là, moi, je pense qu'il faut avoir un pragmatisme. Il faut être en mesure aussi de sortir des préjugés parce que l'autorité des marchés financiers, là, entre des allégations, des choses qui ne sont pas avérées, on a des doutes. Moi, là, des doutes, ça restera des doutes. Quand il y a des confirmations, quand on sait, là, dans le fond, les ingénieurs qui ont démissionné cette semaine-là, c'est du monde qui sont venus dire, on a fourré le système. Excusez l'expression, là, mais on a joué sur un terrain qui était illégal. Là, ils se sont tassés M. Parent, puis M. Parent, des fois, c'est des numéros 2 d'entreprise qui démissionnent. Quand le numéro 2 avait les mains dans la boîte, le numéro 1 le savait. Ou si le numéro 1 ne savait pas que le numéro 2 avait les mains dans la boîte, le numéro 1, il y a un problème. Mais ils sont en train de nous dire en même temps qu'ils ont amélioré le mœurs, qu'il y a des choses qui ne se font plus. Mais moi, je pense que c'est là qu'il faut avoir une vigile, s'assurer, je veux dire, du comportement des uns et des autres, sur un plan politique comme sur un plan affaires. Mais Mathieu l'a dit, on ne peut pas venir blanc et pur du jour au lendemain. C'est impossible. Il va falloir pactiser avec un certain démon au cours des prochaines années. Après la pause, la beuverie monstre dans le métro. Où était la sécurité? Après la pause.